L'actualité en 5 de la transition, nous bouclons la boucle ce soir avec le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Pour les 5 ans écoulés au niveau du département, nous pouvons noter la réunion de la charte de la transition, la révision de la loi électorale et le suivi des réformes, les acquis de ce département dès l'entame de ce journal. La région de Nioro, fortement sécurisée, action qui a permis aux milliers de fidèles musulmans de bien fêter le Maoulid, dans ce 20h, la satisfaction des organisateurs. En Russie, le Forum des cultures unies se déroule normalement. Pour la deuxième journée, le président Vladimir Poutine était l'invité surprise des manifestations culturelles et intellectuelles, occasion pour le président Poutine d'encourager les délégués des pays invités à bien tenir le gouvernail de la culture. Tournoi AES Badminton, première édition, plus de 100 participants sont à Bamako pour faire connaître cette discipline. Ce tournoi se veut également un esprit de fraternité et de cohésion. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir. À l'ouverture de cette édition en 5 de la transition, gros plan ce soir sur les acquis du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, à l'actif à la révision de la charte de la transition, celle de la loi électorale et le suivi des réformes. Autant d'actions menées par le département, le compte-rendu de Mamari Koné et Alou Touré. Au terme du décret fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, est chargé, entre autres, de la coordination des réformes politiques initiées par le gouvernement, la participation au suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, l'appui à l'organisation des opérations électorales et enfin, l'élaboration et le suivi de l'application de la législation relative aux partis politiques. Le ministre délégué auprès du Premier ministre a une mission transversale en ce qui concerne les réformes relatives à la dynamisation ou à la modernisation des institutions ou administrations publiques. L'ancrage de l'action du ministre délégué se situe essentiellement au niveau des axes 2, 7 et 8 du plan d'action du gouvernement adopté le 19 mai 2025 par le Conseil national de transition. Les actions majeures réalisées se résument, entre autres, à la révision de la charte de la transition, l'adoption de la loi électorale avec comme innovation majeure la création de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, l'élaboration de certains projets de textes d'application de la Constitution. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a également organisé les concertations en vue de la consultation des forces vives de la nation dans la région, district de Bamako et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. La phase nationale de ces consultations a recommandé la dissolution des partis politiques, leur réorganisation, le durcissement des conditions de création des partis politiques, la poursuite de la transition par la révision de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025 renouvelable, à l'instar de ses pairs de la Confédération des États du Sahel. Dans la foulée, le décret portant dissolution des partis politiques a été adopté, ainsi que celui portant abrogation de la charte des partis politiques. Le ministre Mamani Nasseri a contribué à d'intenses campagnes de communication pour expliquer aux Maliens le bien fondé des mesures prises par l'État du Mali pour protéger la souveraineté nationale. Le ministre délégué a activement participé enfin à la mise en œuvre d'autres réformes structurelles, notamment le parachèvement du processus de réorganisation territoriale. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que dans la matinée du 13 septembre 2025, dans la continuité de la vaste opération en cours, les FAMA ont détruit de nouvelles bases utilisées comme refuge par les groupes armés terroristes dans la région de Kaye, plus précisément dans les localités de Sandaré et de Lambatara. Sur les différents sites, de dizaines de combattants terroristes ainsi que leurs stocks logistiques ont été anéantis. Par ailleurs, des patrouilles aéroterrestres sont menées sur l'ensemble du territoire en vue de localiser et neutraliser toute menace terroriste. Dans ce cadre, des actions héliportées ont permis de mettre la main sur plusieurs groupes
terroristes. Les investigations sont en cours pour identifier le reste de leur dispositif. L'état-major général des armées félicite les FAMA pour leur engagement et leur professionnalisme. Les braves populations maliennes sont invitées à maintenir leur soutien décisif et leur excellente coopération avec les forces chargées de leur protection. Unis, nous vaincrons. Et la région de Nioro du Sahel sous la vigilance, la sécurisation et la détermination des FAMA afin de permettre aux fidèles musulmans de fêter le Maoulid. Les milliers de participants accomplissent dans la quiétude leurs devoirs religieux. On en parle avec Moussa Diakité. Le courage, la vigilance, l'engagement et la détermination des forces armées maliennes FAMA ont porté fruit à Nioro du Sahel pendant cette semaine du Maouloud. Malgré les menaces, des milliers de participants à bord de plus de 150 cars ou à travers d'autres moyens ont aisément et dans la plus grande quiétude accompli leurs devoirs religieux. Les voici encore en route pour leur retour sous une impressionnante escorte militaire. On ne peut pas finir de remercier les femmes. Ils nous ont escortés de Djema à Nioro, nous a sécurisés durant le séjour et les voilà encore nous accompagner jusqu'à notre destination. Que Dieu protège le Mali. De Kolondjeba, nous sommes venus à Nioro pour le Maoulid. Grâce à l'accompagnement des femmes, tout s'est bien déroulé. Nous leur disons merci. Aucune menace ne peut nous empêcher de faire notre religion. Nous avons confiance en nos femmes. Depuis qu'on nous a annoncé le déroulement du Maoulid 2025 dans notre zone de responsabilité, nous avons mesuré la portée et avons mis un dispositif sécuritaire à la dimension de l'événement. Durant toute une semaine, nous étions en train de patrouiller de façon apparente et de façon diffuse dans les rues de Nioro et aux environs de la ville de Nioro. C'était pour rassurer la population et dissuader quelques ennemis que ce soit qui tenteraient de nuire au bon déroulement de cet événement. Nous tenons à remercier d'abord les hautes autorités qui nous ont assistés, particulièrement le commandant de la zone de défense numéro 4, pour son assistance en personnel et en moyens pour pouvoir tenir la couverture sécuritaire de l'événement. La formation de nos FAMA, c'est aussi l'une des priorités des autorités de la transition. La 4e promotion de l'école d'application et de perfectionnement des officiers de Koulikoro vient de boucler une formation de 5 mois. Ces futurs officiers ont acquis des connaissances dans le domaine des tactiques de maniement des armes afin de mieux conduire une unité sur les théâtres des opérations. Les temps forts avec Adam Traoré. Au pas militaire et sous la cadence de la fanfare de la garde nationale, le chef d'état-major général adjoint des armées a fait la revue des troupes, une tradition militaire à laquelle il se soumet à l'occasion de cette sortie de la 4e promotion du cours du futur commandant d'unité issu de l'école d'application et de perfectionnement des officiers de Koulikoro et à Pau. La remise des diplômes du cours des futurs commandants d'unité à ces officiers témoigne qu'ils sont dès à présent aptes à commander une unité élémentaire tant en organique qu'en opération. Ce cours est créé pour développer les savoirs théoriques et pratiques nécessaires pour commander avec efficacité une compagnie ou un sous-groupement tactique interarmes. Cette initiative émane du haut commandement militaire. Conformément à la directive interarmée de préparation opérationnelle, déclinée en directive annuelle de formation, d'instruction et d'entraînement 2025 par la direction des écoles militaires, ces stagiaires ont acquis des connaissances qu'ils seront appelés à mettre en application dans le cadre de la contre-insurrection, de la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de la violence, la sécurisation et l'assistance aux populations locales. Ces connaissances serviront sans doute à accroître l'interopérabilité en ces temps précis où l'élan d'intégration opérationnelle s'accroît avec nos alliés de l'Alliance des États du Sahel. Les 102 officiers stagiaires, dont 6 personnels féminins, direction des services des forces armées maliennes, ont acquis des connaissances suffisantes qui leur permettent de relever les défis
du terrain. Et surtout qu'ils sachent que les premiers chocs se passent à leur niveau. Qu'ils soient très braves, très courageux et surtout de ne pas aller en opération et revenir laisser un de leurs éléments sur le théâtre des opérations. Les récipiendaires du jour dans leurs domaines respectifs ont fait preuve de maîtrise et de compréhension. Également à Bafo, dans la région de Ségou, sortie de 1099 recrues de contingent 2023, première vague, et ces jeunes soldats ont été présentés au drapeau national en présence des autorités militaires. On en parle avec Abdraman Sengaré et Karamoro Traoré. Après 6 mois de formation intense, les 1099 recrues de la première vague du contingent 2023 sont présentés au drapeau national ce jeudi à Bafo. Ces soldats sont répartis comme suit. État-major de l'armée de terre 5, État-major de la garde nationale 106, Direction générale de la gendarmerie nationale 517, Direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées 1 et la Direction générale de la police nationale 470. Vous prendrez le noble engagement devant le drapeau national, dont la signification profonde mérite d'être rappelée. La couleur verte qui signifie l'espérance et fait référence aux prairies et champs du Mali, à son sous-sol et à tout ce que celui-ci peut produire pour le bien-être des populations maliennes. En ce qui concerne la couleur jaune, elle représente l'or que recèle le sous-sol. Pour ce qui est de la couleur rouge, d'une part, elle incite les Maliens à se souvenir du sang versé par les martyrs de la lutte pour l'indépendance. D'autre part, elle nous exhorte à lutter jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour préserver l'intégrité du territoire. Ces jeunes soldats, durant leur formation, ont appris plusieurs techniques et tactiques leur permettant de mieux répondre aux défis du moment. Ces résultats sont salués par les responsables militaires. Cette formation est une preuve réelle de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre armée de personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît notre pays. La remise d'attestation aux 3 meilleurs recrues, les séances de démonstration et de défilés militaires ont été les temps forts de cette cérémonie de prestation au drapeau national. L'actualité nous amène également en Russie où se tient la 2e journée du Forum des cultures unies. Au programme, plusieurs manifestations culturelles et intellectuelles avec comme invité surprise le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le président Poutine a encouragé les délégués de différents pays à bien tenir le gouvernail de la culture qui est le plus puissant levier d'unité dans la diversité. La délégation malienne conduite par le ministre en charge de la culture a participé à un panel de haut niveau sur les tendances culturelles dans les différents domaines de création. Envoyés spéciaux à Luceni Touré et à Boukoni. La 2e journée du Forum des cultures unies a été marquée par l'intervention du président de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine a mis en exergue la diversité culturelle, ciment de l'unité des peuples et des nations. Je suis persuadé que votre dialogue professionnel, libre des stéréotypes et non biaisé, ne fera qu'élargir la coopération ainsi que le travail conjoint des pays et des peuples. Et le slogan de ce forum, Retour à la culture, nouvelle possibilité, il la transformera en projet conjoint brillant. Et c'est très symbolique que l'une des principales plateformes de ce forum se trouve ici, dans le palais-musée Tsarskoye Selo, Palais des Tsars. Et j'espère que vous allez tous profiter de ces chefs-d'œuvre, de ces intérieurs très beaux. Vous allez voir cette grandeur du palais, de la cour de Catherine la Grande, les ensembles des parcs. Et tout cela, c'est le fruit de l'harmonie des différentes cultures. Cela est le fruit de la coopération entre les peuples et cela a permis de créer des œuvres d'art. Tout cela, c'est le témoignage de la force unificatrice et créatrice de la culture. La non-considération de la culture d'autrui, même minoritaire, conduit à la crise spirituelle et à l'enfermement sur soi. Toute chose qui accélère la décadence civilisationnelle. Quand la société ne se penche que sur elle-même,
est aveugle et dogmatique et croit en son exclusivité et supériorité par rapport aux autres, c'est la période de la crise spirituelle et intellectuelle. Et cette crise est suivie par le déclin de culture et de stagnation dans tous les domaines de vie. Nous devons aspirer à la balance entre la préservation de nos valeurs et entre le progrès, le mélange des techniques et des traditions. C'est quelque chose qui nous permet de créer des chefs-d'œuvre du niveau mondial. Tôt dans la matinée, les chefs de délégation ont assisté à un panel de haut niveau animé par des sommités de la culture pour faire le point des initiatives culturelles et des grands enjeux mondiaux relatifs à la création et au développement de l'industrie culturelle chère à notre ministre de la Culture. Nous avons parlé de la nécessité des cultures de se donner la main pour la marche vers une nouvelle civilisation, vers une civilisation de l'an commun. Donc c'était un moment excellent de partage, d'expérience. Nous avons vu les sommités russes et du monde entier et de plusieurs pays invités qui ont parlé de partager des expériences. Nous avons vu en Russie des notions, l'un des projets phares qu'ils ont au niveau de la culture, c'est la carte de la jeunesse qu'ils appellent la carte culturelle Pouskine. Pouskine, c'est le père de la littérature russe. Alors cette carte-là donne l'accès à la jeunesse, à la culture. Donc c'est un puissant outil d'appropriation de la culture par la jeunesse. Le Forum sur les cultures unies poursuit ses activités ce samedi avec en ligne de mire de nombreux projets culturels entre les États. En marge des sessions formelles, le ministre d'Affaires a eu des échanges avec plusieurs de ses homologues, notamment de la RDC, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Nord, de la République centrafricaine et bien sûr de la Fédération de Russie. Et vous le savez certainement, la 4e édition du Grand Prix d'Afrique se passe à Casablanca au Maroc, occasion pour la Société de Paris Mutuel Urbain Pemu Mali de signer un partenariat avec la Société Royale d'encouragement du cheval. Désormais, les parieurs maliens peuvent miser sur les courses marocaines comme les autres courses. Envoyés spéciaux, Abdul Karim Kaba et Gaussou Ashtouri. Désormais, les Maliens peuvent parier sur les courses marocaines. Avec ces signatures, la Société de Paris Mutuel Urbain Pemu Mali et la Société Royale d'encouragement du cheval, SOREC, scellent leur partenariat dans plusieurs domaines. Alors dans ce partenariat, c'est la mise à disposition des courses marocaines comme support de diffusion et de paris pour les parieurs et les joueurs maliens pour qu'ils parient sur les courses hippiques marocaines. Ce partenariat Sud-Sud renforce les liens déjà existants entre le Mali et le Royaume chérifien. Mais c'est un partenariat stratégique et extrêmement important entre deux pays frères pour une coopération Sud-Sud et nous travaillons sur ce dossier depuis quelques semaines et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir concrétiser entre le Mali et le Maroc et j'espère que c'est un premier partenariat pour d'autres, Inch'Allah, dans le futur. Avec SOREC, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce qu'il sera bénéfique pour toutes les parties. Un premier pas dans le partenariat qui signifie la diversification de l'offre de produits aux parieurs maliens. Et c'est stratégique dans la mesure où il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et c'est une coopération sud-sud. Et pour qui connaît la qualité de la coopération entre le Mali et le Maroc, on se réjouit, nous deux, la SOREC et Pemu Mali, de la signature de ce contrat. C'est aussi dans le cadre de la diversification des produits proposés par Pemu Mali. C'est là au grand bonheur des parieurs. Nous avons eu une phase de test et nous avons vu que l'engouement devient progressivement important pour les parieurs maliens. Et de l'autre côté, nous savons que la SOREC, qui est bien disposée à nous accompagner, rentre dans ses cours. Et je dois dire que la SOREC, monsieur le directeur général, a bien voulu vraiment nous accorder des facilités par rapport à ce premier contrat. Et nous avons la garantie que ça va être un partenariat win-win. Et nous avons déjà fait nos études de rentabilité. C'est un produit sûr. Nous allons le soutenir avec beaucoup d'actions marketing. Ce partenariat entre Pemu Mali et la Société Royale d'encouragement du cheval est scellé pour 3 ans renouvelables.
Et selon le directeur général de PMI Mali, il a pris en compte toutes les sensibilités et des deux côtés. Retour au pays, direction Koutiala. Sur place, la Confédération des producteurs de coton, l'interprofession du coton et la CMDT ont visité certaines exploitations agricoles et ont tenu une rencontre avec les producteurs. Avec ces derniers, il a été question de l'évolution de la campagne agricole et de leurs préoccupations. Brahima Koné et Assitan Berté étaient de la visite pour ORTM1. Cette mission de l'interprofession du coton IPC, dirigée par le président de la Confédération des producteurs de coton, a visité l'exploitation agricole de Kadiomo Klubali, un producteur du village de Deresso, situé à 22 km de la ville de Koutiala. L'état végétatif des cultures est satisfaisant, en dépit de l'apparition des jacides dans le champ de coton. J'ai utilisé des produits différents pour traiter mon champ de coton à plusieurs reprises. Je continue de faire le traitement pour aboutir à l'éradication des jacides. Avec mes 6 hectares, je compte avoir 10 tonnes de coton. Quant aux céréales, je m'attends à 8 tonnes de sorgho, 5 tonnes de maïs et 4 tonnes de petits mil. La mission IPC a salué les efforts consentis par Kadiomo Klubali et d'autres producteurs en matière d'usage des bonnes pratiques agricoles et de lutte contre les jacides, même si ces nuisibles ne sont pas encore éradiqués. Les signes caractéristiques, c'est les feuilles gaufrées et vous avez en face dorsale des feuilles, les larves qui sont collées et les parasites se déplacent de façon oblique. C'est pourquoi les gens le qualifient en langue bamana. Donc ces parasites malheureusement constatés dans les parcelles à des degrés divers. L'objectif de notre visite est de s'enquérir des réalités de la campagne. L'exploitation agricole que nous venons de visiter est un bel exemple à suivre. Elle constitue un motif de satisfaction au regard des efforts fournis par le producteur Kadiomo Koulibaly. Cependant, la présence des jacides, malgré le traitement de ce champ à plusieurs reprises, est une situation préoccupante. Fort heureusement, l'État, à travers la CMDT, nous a livré une grande quantité d'anti-jacides. Après la visite des parcelles, la mission IPC a tenu une rencontre avec les producteurs de coton de 10 secteurs agricoles. Ces échanges ont porté essentiellement sur les difficultés rencontrées pendant la campagne agricole 2025-2026. Parmi les difficultés déjà solutionnées figure en bonne place le paiement du prix du coton. Reste à conjuguer les efforts pour l'éradication des jacides. Et dans la région de San, 2500 ménages déplacés internes et leurs hôtes des cercles de Tomia et Fangasso viennent de bénéficier d'une assistance. Ils ont reçu des kits alimentaires et des enveloppes symboliques pour un montant de plus de 149 millions de francs CFA. 200, Drissakone. C'est une vaste campagne de distribution de kits alimentaires et de cachets monétaires de 35 000 francs CFA à 1500 ménages déplacés internes et communautés hautes qui vient de prendre son envol. À cette activité est couplée la remise officielle d'un cachet de 10 000 francs CFA à 1000 autres ménages. Ces activités entrent respectivement dans le cadre du projet GFFO, financé par le ministère allemand des Affaires étrangères, et du projet BMZ Nexus BFA Mali, financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Ces projets sont mis en œuvre par le consortium Adra Mali et AFAD. Ce qui fait au total 75 tonnes de riz, 75 tonnes de mil, 20 tonnes de haricots et 7500 litres d'huile. Et comme cash, nous distribuons à 2500 ménages un cash global de 62 500 000. Au global, quand on considère un peu plus de 149 millions. Ces 2500 bénéficiaires sont des cercles de Tominia et Fangassou. Malo, Cho, Anitoulou, Litriduru. Dans le cadre du projet GFFO, nous avons reçu chacun 50 kg de mil, 50 kg de riz et 20 kg de haricots, 5 litres d'huile. En plus de ça, nous avons reçu chacun 35 000 francs comme prix de condiment. Nous remercions réellement le projet pour l'appui qu'il nous a donné. Ces sous-là vont nous permettre vraiment de prendre beaucoup en charge les déplacés. Ça nous aidera vraiment à les soutenir
Parce qu'un autre, quand même, sait déjà quel est le poids qu'il porte. Cette assistance arrive à un moment crucial, période de soudure. Nos populations vivent des difficultés liées à l'insécurité, au déplacement forcé et à la rareté des moyens de subsistance. Les personnes déplacées internes, sévrées de leur foyer et les familles qui les accueillent font preuve d'un courage exemplaire malgré les épreuves. Il est à rappeler que le consortium Adramali et AFAD n'est pas à sa première action cette année en faveur de ces personnes nécessiteuses. Actualité régionale toujours à Douila, lancement de 2 projets pour aide aux associations et fondations pour une durée de 9 mois chacun et une enveloppe de 12 millions de francs CFA. Ces projets sont mis en œuvre dans les cercles de Fana et Massibi. Plus de détails avec Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. Ce sont 2 projets financés chacun à 12 millions de francs CFA dans le cadre du PESAF 3, programme spécial d'aide aux associations et fondations. Le premier projet est exécuté dans le cercle de Fana par l'association Yelenkoura. Le second concerne le cercle de Massigui et est mis en œuvre par l'association des jeunes pour le développement de Djoïla. Chaque projet a une durée de 9 mois. Nous savons bien que les populations souffrent des conditions climatiques qui ont fortement affecté les familles, dont surtout les femmes, les enfants et les déplacés internes. C'est au regard de ces difficultés que l'association Yélé et l'association des jeunes pour le développement ont bénéficié d'un financement du PESAF 3 afin d'aider les populations les plus vulnérables et démunis. Je rappelle aux uns et aux autres que le PESAF est né de la volonté des plus hautes autorités de ce pays suite au départ des partenaires techniques et financiers, départ manifesté par le fait qu'il y a eu une rupture des fonds d'assistance technique et multisectorielle à l'adresse de la population malienne. L'association Yelenkoura intervient dans les domaines de la promotion de la paix, de la solidarité, de l'inclusion sociale et économique à travers les activités génératrices de revenus. L'association des jeunes pour le développement de Djoïla œuvre dans le domaine de la promotion et la vulgarisation de l'économie locale à travers la création d'emplois axés sur les femmes et les jeunes. L'exécutif régional a invité ces 2 bénéficiaires à bien utiliser les ressources mises à leur disposition. Ce lancement traduit non seulement la volonté des plus hautes autorités de la transition, mais également les résultats probants que les bénéficiaires du PESAF 1 et 2 ont su prouver de par leur sérieux, comme en témoignent les différentes missions de suivi et évaluation de la coordination du PESAF. Nous attendons de vous des résultats probants. La projection d'un film sur les activités des 2 premières phases du PESAF, la remise de kits sanitaires, de matériel et équipements de production de beurre de karité ont constitué quelques temps forts de ce lancement. Lancement également d'un projet de parrainage et de soutien en faveur des orphelins, cette fois-ci à Bamako, un projet soutenu par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le centre de Roi Salman et estimé à plus de 550 millions de francs CFA. Un reportage de Moussa Kamara et Idrissa Traoré. Ce samedi, à la Cité des enfants de Bamako, l'émotion était au rendez-vous grâce à cette initiative de l'ONG TASAC qui lance ainsi officiellement un de ses projets ambitieux de parrainage et d'accompagnement destiné aux orphelins et aux femmes vulnérables. TASAC, grâce à ce financement du centre du roi Salman d'Arabie Saoudite, assurera dans le détail les parrainages les 1350 orphelins pour une pension trimestrielle de $90 par enfant. Un projet d'envergure nationale qui concerne plusieurs activités, notamment le suivi éducatif, psychologique, la formation en coupe et couture pour les femmes et l'appui matériel pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de cette couche. Vraiment, je suis très contente car j'ai été bénéficiaire. Donc je remercie beaucoup l'ONG TASAC. Le projet est soutenu par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le centre du Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le coût du projet s'élève à $1 million répartis entre les activités suivantes. 1. Le parrainage de 1300 orphelins. 2.
la formation et l'équipement en machines à couture de 300 femmes vulnérables. 3. L'octroi des noyaux de construction de bétail en faveur de 130 femmes vulnérables. Les autorités maliennes ont salué l'initiative et encouragé sa pérennisation. Cela cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du Mali, à savoir la solidarité. Et je crois que ça permet de lutter contre l'extrême pauvreté. C'est aussi le sens qui est donné au Mali Koura que nous vivons aujourd'hui. La cérémonie s'est achevée par un geste fort, la remise de chèques à des orphelins, un moment symbolique porteur d'espoir et de dignité retrouvée. Parlons également de la deuxième édition de la Nuit des textiles africains. Cette rencontre des professionnels de la création de mode africaine s'articule autour du thème Textile africain, impact culturel et économique, une édition qui s'inscrit dans le cadre des activités de 2025, année de la culture. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonate et Mbarakou Maïga. La Nuit des textiles africains est l'un des grands rendez-vous des stylistes, modélistes, designers et mannequins dédiés à la créativité et à l'innovation. Cette rencontre se veut un carrefour d'échanges, de découvertes et de valorisation du savoir-faire artisanal. C'est une célébration de notre identité, de notre créativité et de notre savoir-faire au Mali et partout en Afrique. À travers le textile, nous racontons l'histoire de nos peuples. Nous affirmons notre culture. Cette deuxième édition regroupe une trentaine de créateurs de mode passionnés. À travers le village artisanal et les grands défilés internationaux, les artisans venus des différents horizons vont pouvoir étaler leur savoir-faire. Nos gouvernants africains sont dans une dynamique d'accompagner la promotion du textile africain. Donc aujourd'hui, c'est à l'ensemble de nous, peuples africains, de savoir prendre vraiment à bras le corps ces initiatives et accompagner à la réussite et accompagner à la promotion de nos tissus. Cet événement cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du Mali. C'est bien pour cela que lors de son allocution de fin d'année 2024, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025, année de la culture au Mali, pour inculquer nos valeurs sociétales à la jeunesse et pour faire de notre culture le pilier pour bâtir un Mali nouveau. Pendant 5 jours au CICB, les professionnels de l'art et de la mode vont animer des panels autour des textiles africains, leur impact culturel et économique. Une foire d'exposition et grand défilé de mode international sont également prévus ce samedi au CICB. L'actualité AES nous amène tout d'abord au pays des hommes intègres et nous nous intéressons à la sortie de la 4e promotion des guideurs aériens en tactique avancée. Les 36 éléments issus des forces de défense et de sécurité vont contribuer activement à la lutte contre le terrorisme et à la reconquête du territoire. Ils auront comme mission principale d'orienter et de guider les aéronefs sur les théâtres des opérations. Compte rendu, Sayouba Mamboune. Après 60 jours de formation théorique et pratique, cette cuvée des guideurs aériens en tactique avancée GATA, forte de 36 éléments issus de plusieurs unités des forces de défense et de sécurité, est ici présentée au drapeau. Une compétence supplémentaire qui vient renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes sur les différents théâtres des opérations. Sur le théâtre des opérations, il y a souvent un besoin accru d'intervention aérienne. L'effectif que nous avons formé et qui sera mis à la disposition des unités combattantes est très importante pour nous. Cela va permettre une occupation spatiale très importante et améliorer considérablement l'intervention des vecteurs aériens.
Au cours de cette formation, on a appris beaucoup de choses. Les grandes lignes que je peux citer, ce sont le guidage pour les frappes aériennes et l'OMB pour la pose des aéronefs sur zone. Cette formation représente pour nous et pour toutes les unités dont les éléments sont ici présents un plus dans les capacités opérationnelles. Dans un contexte de reconquête du territoire national, où les moyens aériens sont très souvent sollicités, cette nouvelle force a pour principale mission de coordonner et de transmettre le renseignement en vue de faciliter l'intervention des moyens aériens, mais pas que. Identifier et désigner les objectifs prioritaires pour les frappes aériennes ciblées, guider et corriger en temps réel les tirs des aéronefs d'attaque, coordonner l'action des divers moyens aériens tels que les chasseurs, les hélicoptères et les drones, communiquer en permanence avec le commandement aérien afin d'optimiser l'efficacité des opérations. Cette promotion des Gata a entièrement été formée à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso par des instructeurs burkinabés. Au cours de ces stages, les impétrants ont bénéficié de plusieurs modules, entre autres, orientation, marquage, balisage. Et au Niger, 4e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations. Sur la table, l'adoption du compte-rendu de la dernière réunion du dit comité, la situation des inondations et des réponses apportées et la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Mahaman Barmou. Cette 4e réunion du Comité national de prévention et de la gestion des inondations a fait cas de la situation des inondations 2025 à la date du 12 septembre 2025. Les inondations ont touché 1009 quartiers et villages dans 122 communes ayant occasionné 32 251 ménages impactés, totalisant 246 228 personnes dans les 8 régions du pays. Les appuis apportés à la date du 2 septembre 2025 ont permis de toucher 18 962 ménages, totalisant 142 642 personnes avec 1896,2 tonnes de céréales en 3 vagues d'appui. Des instructions fermes ont été données afin que les appuis puissent atteindre les vrais bénéficiaires. Sur la base des données actualisées, au 10 septembre 2025, une 4e vague d'appui est en cours de traitement afin de toucher 9 976 ménages, totalisant 79 442 personnes. En ce qui concerne les infrastructures scolaires impactées par les inondations, 524 classes, 511 latérines et 157 blocs administratifs sont à reconstruire. En outre, 238 écoles totalisant 271 salles de classe actuellement occupées par les impactés des inondations doivent être libérées avant la rentrée scolaire. À cet effet, le premier vice-président du comité a assuré que toutes les dispositions idoines sont en train d'être prises avec une synergie d'action entre les acteurs afin de faire face aux exigences d'une rentrée scolaire effective et dans les meilleures conditions au 1er octobre prochain. La 46e promotion du Centre d'orientation professionnelle de Coupe et Couture porte le nom de Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, APCM. Cette promotion est composée, en plus des Maliennes, d'autres nationalités, des Gabonaises, des Tchadiennes, des Guinéennes et des Burkinabés. Reportage Ibrahim Kaokonaté et Adama Traoré. 238 apprenants, dont 3 hommes, ont reçu leur parchemin au terme de 3 années de formation académique. Aujourd'hui, ils sont prêts à mettre leur savoir-faire au service de la société. J'ai décidé de baptiser la 46e promotion au nom de Mamadou Menkoro Traoré, qui est vraiment un battant de l'artisanat. Mes vifs remerciements au promoteur du centre pour le choix qu'il a bien voulu porter sur ma modeste personne. Avec humilité et responsabilité, je mesure la portée de l'acte qui m'invite à redoubler d'ardeur pour promouvoir l'esprit d'entreprise et de leadership chez les jeunes. Les 3 premières de la promotion sont des Maliennes.
Chacune d'elles a reçu une machine à coudre. Je suis très contente aujourd'hui. Ma joie n'a pas de limite. Mon ambition est d'avoir mon entreprise en commençant à ouvrir un atelier de couture. Qui sont appris à quelque chose qui est plus que de l'or. Parce qu'ils sortent avec un métier monnayable, auquel, à leur sortie immédiate, il n'y a pas de chômage. Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle permet d'accélérer le processus d'insertion professionnelle des jeunes. Madame le ministre, félicite alors le promoteur du COPEC et tous les intervenants dans le 10 centres, comme les formateurs, pour préparer des sortantes pétries de connaissances à mettre en pratique pour le bonheur de la population. Depuis des décennies, le COPEC, un des premiers centres de formation en coupe-couture du Mali, œuvre pour la formation des jeunes filles déscolarisées. L'occasion était bonne pour son directeur d'octroyer une centaine de bourses de formation aux différents partenaires de l'établissement. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport. Dans ce 20h sur ce plateau avec moi, Siragatou Sissé pour l'actualité sportive de ce samedi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khayer, tu connais. Afro-basket de moins de saison Kigali 2025. Mauvaise nouvelle, hein? Samedi difficile pour nos deux sélections éliminées en demi-finale. Oui, les filles du Mali ont manqué de chance, s'inclinant 40-45 devant les éléphantes de Côte d'Ivoire. Les Aiglons ont pratiquement craqué au 4e et dernier quart-temps. Le Mali ne défendra pas sa couronne. Il jouera ce dimanche à 9h30 le match de classement face au Cameroun. Les garçons de leur côté ont été battus 61-56 par les Lionceaux du Cameroun. Les Aiglons du Mali ont tenu avant de craquer. Le titre de champion tombe à l'eau. En guise de consolation, le Mali affronte l'Égypte ce dimanche à 11h30 en match de classement. Et coup d'envoi hier de la première édition du tournoi de badminton au nom de l'AES, je le disais en titre. Oui, la compétition regroupe 100 athlètes venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Internés au centre pour sportifs l'élite Ousmane Traoré de Kabbalah, les athlètes s'affronteront dans un esprit de fraternité et de fair play pour donner à ce tournoi de badminton tout son sens. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Hawa Kamisako. C'est en entonnant fièrement l'hymne national de l'Alliance des États du Sahel AES que le coup d'envoi de la première édition du tournoi AES de badminton a été donné ce vendredi au Centre pour sportifs élites Ousmane Traoré de Kabbalah, d'un public enthousiaste et de plusieurs officiels. Cette compétition d'envergure rassemble plus de 100 athlètes venus de 3 pays membres de l'AES, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Durant 3 jours, ces sportifs s'affronteront dans un esprit de fraternité et de fair play autour d'une discipline encore peu connue du grand public dans la sous-région. Les chefs de délégation du Niger et du Burkina Faso n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la qualité de l'organisation. Nous avons trouvé une initiative très intéressante. Voilà, on pense bien qu'elle sera pérenne. On a senti qu'on est chez nous, vraiment depuis notre arrivée jusqu'à présent, on se sent chez nous. Très intéressante. On remercie vraiment l'équipe organisationnelle et qui nous ont vraiment bien accueillis. Et jusqu'à présent, vraiment nous sentons que nous sommes chez nous ici. Et c'est l'AES. Je vous remercie. L'organisation a été vraiment très intéressante. L'objectif principal de cet événement est de promouvoir le badminton au sein de l'espace AES, en faisant découvrir au grand public et en motivant les jeunes à s'y intéresser. Ce championnat, au-delà de la compétition, symbolise la passion et l'esprit sportif, de même que l'engagement de chacun d'entre nous en faveur de cette magnifique discipline. Aujourd'hui, nous accueillons des équipes de l'AES, mais également des joueurs venant d'horizons divers et variés, unis par un amour commun pour le badminton. Vous êtes ici tous pour démontrer vos compétences, mais aussi pour partager des moments inoubliables.
chaque smash, chaque volley, chaque échange sur le terrain est l'occasion de créer des souvenirs et de tisser des liens, non seulement entre compétiteurs, mais aussi entre amis. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a exprimé sa satisfaction et son engagement à soutenir ce type d'initiative. Vous savez, il y a juste quelques mois, cette jeune fédération a été mise en place avec un nouveau bureau. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, c'est tout le Mali qui compte des ligues régionales. Je vous demande d'applaudir pour le leadership du président. Et rarement, nous avons constaté ce dynamisme pour toutes les personnes engagées pour cette discipline. L'honneur est venu aux vétérans de donner le coup d'envoi de ce tournoi AES de badminton avec l'opposition de Noah Diarra, du camp de garde, Aboubakar Savani, du club Savani. Victoire des euros de Boubacar. Pendant ces 3 jours de compétition, le peuple de l'AES vibrera au rythme du badminton. Un moment unique qui, à coup sûr, contribuera à faire découvrir et aimer cette discipline encore mieux connue, tout en renforçant l'amitié et la solidarité entre les nations sœurs du Sahel. Merci beaucoup, Seragatou. Je vous en prie. Et à demain. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive de ce samedi. C'est la fin de cette édition. Dieu voulant, on se retrouve demain, même heure, même plateau. Mais avant, retrouvez Ousmane Dao pour l'édition de 13h. Nos grands-pères disaient que la vraie grandeur n'est pas dans la force ou la richesse, mais dans le courage de protéger les autres, même quand le monde tourne le dos. Force à nos femmes. Bonne fin de soirée à tous. Azimai!